avant de rentrer en détail sur la prise en charge, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse, là, comme tu as déjà commencé, j'ai une dernière question. Est-ce que dans les médicaments, parce que les insuffisants rénaux et les dialysés, ils ont des listes monstrueuses de médicaments, est-ce qu'il y a beaucoup de médicaments qui favorisent l'insomnie? Alors, c'est c'est une très, très bonne question que tu poses et je pense que Parce tu que si seras tu regardes meilleur dans le que moi Vidal, sur c'est ça. comme Ouais, troubles ouais. digestifs. Chaque médicament, tu vas trouver nausées, vomissements avec chaque médicament. Alors, tu as raison. Alors, ce qui est sûr déjà, c'est que tu vois, tout ce qui est corticoïdes, immunosuppresseurs, interférons, tous les traitements comme ça que tu connais mieux que moi, puisque moi, je les manie pas, mais c'est des traitements, en tout cas, nous, quand on les a de l'autre côté en sommeil, c'est des traitements qui vont impacter le sommeil, qui vont être un peu stimulants et qui vont être promoteurs de la vigilance. Donc, tous les traitements qui sont un peu promoteurs de la vigilance, ça va créer ce qu'on appelle de l'hyperarousal, c'est-à-dire de l'hyper-éveil, avec un cerveau qui a du mal à s'arrêter et des patients qui vont se réveiller plus facilement et qui vont fragmenter davantage leur sommeil. Il y a aussi davantage, ça c'est un champ qui est assez peu étudié, moi qui m'intéresserait beaucoup, mais sur lequel on a très peu de données. La maladie rénale aussi avançant dans son insuffisance rénale à cause de l'urémie, à cause d'un certain nombre de choses, et associé à davantage de cauchemars. Il y a pas mal de patients qui racontent vraiment des activités oniriques assez perturbées, avec des cauchemars, avec des choses comme ça et qui, une fois qu'ils sont dialysés d'ailleurs, vont mieux et dorment mieux et ont des nuits un peu moins agitées. Donc, il y a un certain nombre mais de processus effectivement comme ça. Et je pense au cauchemar aussi parce qu'il y a un certain nombre de médicaments que vous donnez qui là aussi peuvent changer la qualité des rêves et des cauchemars avec des nuits qui peuvent être franchement dysphoriques, franchement perturbées et franchement agitées. Donc oui, je pense qu'il faut penser à l'effet iatrogène. Et puis il y a un effet dont il faut parler, dont on n'a pas encore parlé, c'est le syndrome des jambes sans repos, euh, qui est très pourvoyeur et très secondaire aussi au traitement que vous donnez, mais aussi au traitement antidépresseur, à tout ce qui va agir sur la sérotonine. Il faut vous rappeler que la première cause de syndrome des jambes sans repos, c'est la carence en fer. Mhm. Donc, faut vraiment faire une thyrétinémie et rechercher ça, en particulier chez les femmes qui sont encore en période avec des menstruations et qui vont Alors, avoir des juste règles, hein. avant que tu poursuives, ouais, le syndrome des jambes sans repos, c'est les gens qui peuvent pas s'empêcher de bouger leurs jambes, notamment la nuit, et ça crée ce qu'on appelle les impatiences, et c'est souvent insupportable. Ouais, t'as raison de le rappeler. Le syndrome des jambes sans repos, c'est quatre choses. Quand vous avez ces quatre choses, il y a qu'une maladie, c'est le syndrome des jambes sans repos. C'est le soir, donc c'est une impatience dans les jambes, le soir, maximal au repos et soulagé par le mouvement. Quand vous avez ces quatre choses-là, il n'y a qu'une maladie, c'est le syndrome des jambes sans repos. Et c'est pas la nuit, hein. C'est le soir au moment du coucher. La nuit, s'il y a des mouvements de jambes, c'est une autre maladie qu'on va appeler le mouvement périodique des jambes. Et ça, c'est un diagnostic qui est fait avec un enregistrement au cours de la nuit, avec une vidéo, et on va voir les gens qui vont effectivement continuer de bouger les gens la nuit. Mais donc, impatience dans les jambes, maximum le soir, au repos, soulagé par le mouvement, c'est le syndrome des jambes sans repos. Ça, c'est vrai que tu as raison, faut le dire parce que c'est vraiment, c'est quand même 10% de la population générale. Et là aussi, hein, chez les patients qui sont insuffisants rénaux, on augmente à des prévalences qui sont tout à fait monstrueuses et c'est très largement sous-étudié et sous-traité. Il faut Et absolument le faire sous-traité. et sous-traité. Il y a un truc un peu spécifique aussi, on va pas peut-être rentrer trop dans le détail, mais il y a aussi une altération de tout ce qui est métabolisme et voie dopaminergique dans le syndrome des jambes sans repos et qui est aussi impacté en fait chez des patients insuffisants rénaux. Donc il y a un truc un D'accord. peu spécifique dopaminergique avec une physiopathologie qui commence à être compris entre maladie rénale et syndrome des jambes sans repos. Donc il y aurait quelque chose Ça d'un peu croise spécifique. Ouais, entre les ça deux. croise. Ouais. Exactement. Pour la prise en charge non médicamenteuse, donc tu as abordé les thérapies cognitivo-comportementales. En pratique, c'est beaucoup des groupes de parole? Alors, c'est en pratique, on pense souvent que la TCCI, thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, en gros, c'est l'hygiène de sommeil. L'hygiène de sommeil, c'est les bons comportements liés au sommeil. On pourra les rappeler rapidement si tu le souhaites. Mais c'est surtout deux choses, deux ingrédients. Il y a la restriction du temps passé au lit. On en avait un peu parlé. Il faut que l'efficacité du sommeil soit supérieure à 85% de manière assez concrète. C'est quand le patient est au lit, il dort.
Et quand il dort pas, il sort du lit, il va faire autre chose, etc. Pourquoi? Parce que quand vous êtes insomniaque, vous allez passer par exemple 10 heures, 12 heures au lit en vous disant, il faut que j'ai au moins 4h30 de sommeil, sinon je serai pas efficace le lendemain, je serai pas bien le lendemain. Le problème, c'est que quand on passe 10 heures au lit, eh ben, en fait, on va avoir, et on le voit par exemple chez les personnes âgées, hein, qui vont rester au lit parce qu'elles ont un handicap quelconque. Si vous restez 14 heures au lit, bah, vous allez forcément fragmenter votre sommeil. Vous allez avoir un sommeil de mauvaise qualité, vous allez mal dormir. Il faut adapter la fenêtre passée au lit. Si vous faites autre chose dans le lit que le sommeil, vous allez désassocier votre lit au sommeil. Et par exemple, euh, chez les patients insomniaques, le lit, ça va devenir un champ de bataille. Vous allez, allez, là, il faut que je dorme, il faut que j'ai 4h30, si j'ai pas 4h30, etc. Et donc, le lit, ça va devenir un endroit de torture, un endroit de combat. Et en jouant sur cette efficacité de sommeil, vous allez à la fois, comme je le disais, donc réassocier le lit au sommeil. Et deuxièmement, vous allez jouer sur cette pression de sommeil dont on parlait en début d'émission, où finalement, en se permettant une fenêtre, je dis n'importe quoi, je souffre d'insomnie, je dors 4 à 5 heures, je n'arrive pas à dormir plus de 4 à 5 heures, ça fait 10 ans que je dors 4 à 5 heures par nuit. Et donc je me couche vers 23 heures, je me lève à 8 heures, et voilà. On va réduire cette fenêtre de sommeil. Donc si je dors 5 heures, allez, on va autoriser une fenêtre de 6 heures de sommeil. On va se coucher à minuit, on va se lever à 6 heures du matin. Au début, on va être un peu anxieux quand on est insomniaque. On dit, attendez, mais oui, mais si jamais je dors pas, me lever à 6 heures, ça va être hyper compliqué si j'ai dormi que 2, 3 heures. Et ce qu'on explique, c'est que c'est pas très grave. On va avoir une nuit effectivement un peu difficile, mais on va se servir de la privation de sommeil de cette mauvaise nuit pour la nuit suivante. D'accord, Et si on fait encore une mauvaise nuit de 2, 3 heures, eh bien, c'est pas très grave, ça sera la nuit d'après, où là, on va faire la fenêtre autorisée, minuit 6 heures. Et là, quand vous commencez à revivre une nuit complète, minuit 6 heures, avec 6 heures de sommeil, parce que vous avez eu une pression de sommeil qui vous a aidé à bien dormir, bah là, vous allez commencer à retrouver. Et en fait, on va jouer sur ça. Donc, c'est la restriction du temps passé au lit. mhm, Le deuxième ingrédient, on appelle ça le contrôle du stimulus, c'est la réassociation du lit au sommeil. Là aussi, c'est très simple, hein. Le sommeil, c'est très comportemental. Euh, un enfant, un bébé, vous le mettez au lit, il pleure parce que en position allongée, il s'endort. Il y en a d'autres, c'est dès que ça roule, en voiture, en train, dès que le roulis est présent, ils vont s'endormir. Nous, et en particulier les insomniaques, en vieillissant, on a associé le lit à autre chose que le sommeil. Parce qu'on regarde la télé, parce qu'on lit, parce qu'on combat son sommeil, parce qu'on n'arrive pas à dormir. Donc l'idée, c'est de vraiment utiliser le lit pour dormir ou pour les rapports sexuels, mais pour rien d'autre. Et donc d'accord, si on ne dort pas, on sort du lit, on va au fauteuil, on écoute un podcast, on va faire autre chose. Et puis, il y a d'autres stratégies dans la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Il y a des stratégies, donc on va travailler sur les cognitions, sur les pensées dysfonctionnelles, les pensées qui vont entretenir les émotions négatives et les pensées anxieuses. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Si je ne dors pas 4h30, je vais être en mauvaise forme le lendemain. Mais est-ce que compter vos heures de sommeil vous a déjà aidé à mieux dormir? Patients vous disent, bah non, au contraire, ça me stresse. c'est Mais anxiogène. c'est anxiogène, ça me stresse, ça maintient éveillé. Et en même temps, si je le fais pas, je suis anxieux parce que le lendemain. Et donc, certains ont un réveil lumineux projeté sur le plafond où ils vont compter leurs heures de sommeil, etc. Tu vois, c'est des trucs, des exemples très concrets où on va essayer de retravailler sur les comportements, sur les pensées qui vont être dysfonctionnelles, qui vont entretenir les troubles. Donc, en fait, la TCCI, c'est une thérapie multicomposante très bien validé scientifiquement avec des briques qui sont validées scientifiquement et sur lesquelles on va en 4 séances eh bien travailler de manière progressive et c'est un travail qui se fait avec la complétude de ce qu'on appelle un agenda de sommeil. Donc c'est globalement tous les jours on va remplir ses heures de coucher, ses heures de lever et ses heures de sommeil. Et à partir de ça, on va travailler sur les comportements, sur les pensées associées au sommeil et on va voir évoluer le sommeil et ses troubles. Très bien. Est-ce que tu utilises la luminothérapie, soit naturelle, soit factice, pour des traitements non médicamenteux? Alors, c'est un très bon point. Oui, on travaille la luminothérapie. On a fait pas mal d'études dans l'équipe sur la luminothérapie. Il faut savoir que c'est le synchroniseur le plus puissant des rythmes biologiques. Ça a des effets.
vous créez ce qu'on appelle un phase shift. Donc, c'est un décalage de phase, par exemple, de sécrétion de mélatonine, de cortisol, enfin, de l'ensemble de vos fonctions physiologiques jusqu'à 4 heures en termes de taille d'effet. Donc, c'est vraiment des effets physiologiques qui sont très, très forts. Et donc, ça va entraîner les rythmes. Ça va entraîner les rythmes veille-sommeil. Et par exemple, dans les dernières recommandations européennes de l'insomnie qu'on a réalisées, on a retrouvé un niveau de preuve élevé pour l'ajout de luminothérapie le matin à heure fixe pour aider sur l'entraînement des rythmes de sommeil. L'autre chose qui est important, Anthony, de dire, c'est donc la lumière, c'est le principal synchroniseur. Le deuxième synchroniseur le plus puissant, c'est la température centrale, autrement dit l'activité physique. Le fait de faire de l'activité physique, ça augmente votre température et ça va donner un signal d'éveil fort. À l'inverse, et vous le savez, si vous faites du sport le soir un peu trop tardivement, vous avez chaud, vous êtes bien éveillé, on a du mal à s'endormir parce qu'on met un peu de temps à diminuer sa température centrale. Ah, Donc l'explication, c'est l'activité, la température alors. Ça, tu vois, je savais ouais, pas. Ok, l'explication, c'est la température. ok, C'est la température en fait que tu augmentes le soir et qui t'empêche de dormir ou que tu vas augmenter le matin. Et d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de chronotype, hein, le fait d'être plus du matin ou du soir. Par exemple, avec ma femme, c'est assez rigolo. Moi, je suis plutôt du soir en fait. Alex, elle est plutôt du matin. Le ouais, matin, l'hiver, elle est bien réveillée, elle est bien du matin. Elle a chaud. Et moi, dans la voiture, j'ai froid. Parce que d'accord. comme je suis du soir, et donc, mais ça, il y a plein de couples, il y a plein de gens qui se battent comme ça avec le chauffage le matin ou à l'inverse le soir, qui vont avoir froid, qui vont avoir chaud. Donc ça, c'est voilà, ça c'est l'horloge. Et en tout cas, pour s'aider à donner un signal d'éveil fort et pour aider à synchroniser ces rythmes, on va faire une activité physique et plutôt le matin. Et le troisième élément qu'on peut donner aussi qui est important, c'est la mélatonine. On parle souvent de la mélatonine et tu vois, un des effets de la mélatonine, c'est justement sur la température. La mélatonine, le soir, elle va t'aider à vasodilater les vaisseaux des pieds et des mains. Et en vasodilatant les vaisseaux des pieds et des mains, ça va t'aider à diminuer ta température centrale. Et on le sait spontanément, quand on a froid aux pieds, on n'arrive pas à s'endormir. Mhm. Parce que en fait, on diminue sa température centrale par les extrémités, par les pieds et les mains. Donc quand on a froid, les vaisseaux sont complètement constrictés et on n'arrive pas du coup à s'endormir et à vasodilater. La mélatonine, elle va aider à vasodilater ces vaisseaux et elle va diminuer la température centrale et donc elle va avoir un effet qu'on appelle soporifique. Il y a d'autres effets de la mélatonine. Donc il y a des effets directs soporifiques en diminuant la température centrale et puis il y a des effets d'entraînement des rythmes. Là aussi, la mélatonine, qui est l'hormone de l'obscurité, qui est sécrétée la nuit, elle va favoriser le sommeil. Et si tu prends, il y a des médicaments, on va y venir, il y a certains médicaments qu'on prend des hypnotiques pour dormir. Est-ce qu'il y en a d'autres qui disent, bah non, on va prendre de la mélatonine, c'est plus naturel. Est-ce que ça marche? Alors, effectivement, la mélatonine, alors c'est pas moi, tu sais, avec les trucs de naturel, etc. Mais je sais qu'on est probablement alignés tous les deux. Euh, le- la nature, heureusement qu'il y a la chimie pour justement corriger parfois la nature, parce que la nature, elle fait mal, hein, notamment l'opium avec toutes les overdoses, etc. Heureusement qu'on a réussi à faire des antalgiques dérivés des opiacés, où il y a un risque vital moins important. Il y a plein d'autres exemples. Donc, ce qui est naturel n'est pas forcément bon. Et la mélatonine qu'on va prendre, c'est de la mélatonine exogène, hein, qui est pas forcément de la mélatonine complètement naturelle, même si c'est vrai que naturellement, on va sécréter de la mélatonine. La mélatonine exogène qu'on va donner comme médicament, c'est à des doses qui sont vraiment supraphysiologiques, bien plus importantes que ce que le corps est en capacité de faire. Et cette mélatonine, elle a un niveau de preuve élevé, en particulier dans l'insomnie des plus de 55 ans. Pourquoi? Parce que la glande pinéale, qui est cette structure dans le cerveau qui sécrète la mélatonine, eh bien quand on vieillit, elle fatigue, elle sécrète un peu moins, elle va se calcifier notamment. Et donc, il y a des niveaux d'effet dans l'insomnie qui sont élevés chez le sujet de plus de 55 ans et qui sont modérés, allégés chez le sujet de moins de 55 ans. Et notamment, la mélatonine est particulièrement efficace c'est une méta-analyse qu'on a sortie l'an dernier avec Julia Marouani et l'équipe de Strasbourg, où on montre qu'en fait, on a des effets surtout sur la latence d'endormissement et sur l'efficacité de sommeil, pas trop sur les éveils nocturnes. D'accord. Personnellement, et comme plein de médecins, moi je galère avec les patients qui demandent des hypnotiques, enfin demandent quelque chose.
pour dormir. Moi, depuis le début, depuis que je suis interne, j'ai toujours eu cette règle, je ne prescris pas d'hypnotique. Voilà, c'est simple, je leur dis: «Vous êtes pas tombés sur la bonne personne, je vais pas vous en donner». Donc c'est exceptionnel que j'en prescrive en primo-prescripteur, ou alors si je le fais, je marque une durée de 4 semaines véritablement sur l'ordonnance. Comment tu fais pour t'en sortir, avec des gens, qui ont des hypnotiques depuis longtemps et que tu Ouais. aimerais arrêter et qui en fait, tu rentres dans un engrenage parce qu'ils ont pris le premier hypnotique et puis au bout d'un certain temps, il fait plus d'effet, ils en prennent un deuxième et puis ça marche pas non plus. Comment tu fais? Alors c'est une très, très bonne question. D'abord, faut savoir que, on il y a une étude, en France qui est catastrophique. On montre que la TCCI, tu vois, dont on parlait, et c'est normal, enfin voilà, il y a, dans les médecins de première ligne, il y a 8 qui ont prescrit une fois et adressé une fois vers la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. Donc c'est la catastrophe quand on sait que 80 des patients ressentent une amélioration par ces traitements et 50 répondent. C'est le traitement qui doit être de première ligne. Pour le coup, là, c'est naturel, il y a pas de chimie, il y a pas de médicaments, et cetera. Et surtout, on donne des outils à la personne pour essayer de mieux contrôler, de comprendre son sommeil et de mieux le gérer. Donc c'est un passage, selon moi, obligatoire si on veut commencer à améliorer le sommeil. Donc déjà, cette thérapie comportementale de l'insomnie, on doit le savoir. Alors, souvent on me dit: «Oui, mais Pierre, c'est pas accessible, on sait pas qui fait la TCCI et cetera, et cetera». Moi, mon frère est médecin du sport, il sait, les kinés autour de chez lui, celui qui va être spécialiste de l'épaule, celui qui va être spécialiste, du genou, celui qui va être voilà. C'est pareil, je veux dire les problèmes de sommeil, c'est tellement prévalent quand vous êtes psychiatre, de première ligne, quand vous êtes médecin généraliste, et que vous avez des patients qui ont des problèmes de sommeil, c'est bien de savoir autour de vous quel psychologue, quel psychiatre, quel centre de sommeil a des groupes de TCCI ou fait des prises en charge individuelles de TCCI. Et sur les grandes villes, notamment à Paris, il y a plein de gens qui en font, il y a plein de groupes, il y a plein de choses. Donc vraiment, vraiment, il y a un sous-adressage sur ces, voilà. Mais encore faut-il, et je pense que tu vois, Anthony, nous, quand on était étudiant en médecine, on nous a pas appris tout ça. C'était pas dans les études, parce que le sommeil, c'est une reconnaissance et c'est un champ médical assez nouveau. L'internat de médecine du sommeil, on appelle ça la FST sommeil, ça existe que depuis 2019, que depuis 5 ans. Et notre collège des enseignants de médecine du sommeil, il a été créé l'année dernière. Donc on est vraiment sur une structuration aussi un peu nouvelle de l'enseignement et le sommeil prend de plus en plus de place. Et tu vois, probablement qu'il y a 10-15 ans, on n'aurait pas fait une émission comme ça ensemble parce que bah, c'est un champ de la médecine qui était sous-regardé parce qu'on pensait que le sommeil, c'était un temps un peu inactif, un temps un peu perdu, etc. Là, on comprend sur le plan physiologique plein de choses au cours du sommeil et l'impact du sommeil. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est informer, que les médecins se forment et soient éduqués aussi sur le sommeil, et puis que du coup, et ça va aussi passer par les patients, hein, le fait que les patients sachent que la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie, c'est le traitement de première ligne, et ben voilà. Actuellement, ils sont très informés sur la mélatonine. Et donc, par exemple, 80, c'est un truc de fou, hein, mais 80-90% du chiffre d'affaires des parapharmacies, c'est sur la mélatonine et les dérivés de la mélatonine. D'accord. Donc Quel chiffre? il y a c'est des chiffres incroyables. Tu as plus de 30, j'étais à une thèse de pharmacie, sur ça et la collègue pharmacienne qui soutenait sa thèse, elle travaillait en officine, elle disait: «Mais, en fait, c'est impossible de tous les connaître. Il y a plus de 30 spécialités différentes, dérivées, différentes et en plus, chaque, spécialité a des sous-produits de mélatonine». Donc en fait, c'est vraiment, voilà. Donc les gens savent que la mélatonine, ça peut aider et cetera. Effectivement, comme tu l'as très bien dit, il y a cette idée que c'est un peu naturel et tout, donc c'est bien toléré. C'est vrai que c'est assez bien toléré, voilà. Il y a les, benzodiazépines et tu l'as rappelé, c'est pas plus de 4 semaines. Pourquoi? Parce qu'à partir de 4 semaines, il y a des phénomènes de pharmacotolérance qui apparaissent. La pharmacotolérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la même dose, alors que ça t'aidait à t'endormir, eh bien, à partir de 4 semaines, il va y avoir une perte d'efficacité. Il va falloir augmenter la dose pour retrouver l'effet que ça avait fait sur l'endormissement. Et donc les gens au début, ils prennent une benzodiazépine, puis au bout d'un mois, 2 mois, ils vont devoir en prendre 2 pour trouver, un effet sur le sommeil, puis après 3, puis et cetera, et cetera. Donc c'est pour ça qu'on dit attention. Maintenant, faut pas diaboliser ces traitements, hein, des patients qui, moi je suis des fois des patients qui sont déprimés, en détresse, qui ont des idées suicidaires, qui vont très, très mal.
qui ont vécu un deuil qui est très dur, etc. Voilà, pour passer des phases aiguës, on a besoin parfois de faire dormir les gens. Les gens ont besoin de dormir quand c'est trop insoutenable. Et donc, ponctuellement, ces traitements, ils peuvent être vraiment tout à fait utiles. Et il faut, c'est pas non plus, c'est pas Satan, quoi. Je veux dire, on arrive à s'en séparer, etc. Un autre traitement, et ça, je pense qu'il faut quand même en parler, qui vient de sortir en France depuis mars, qui est remboursé à 30%. Et je dis, j'ai fait des communications pour eux, mais comme j'ai fait des communications pour les traitements qui font de la mélatonine, etc. Donc j'ai des conflits d'intérêts, enfin plutôt j'ai des liens d'intérêts, puisque j'ai fait des conférences pour eux. C'est le daridorexant, c'est une nouvelle molécule qui agit sur l'orexine. L'orexine, c'est une molécule dans le cerveau. Lorsque vous en avez pas, vous souffrez d'une maladie qu'on appelle la narcolepsie. Vous vous endormez dans des situations où vous voulez pas vous endormir. Donc ils se sont dit, bon bah voilà, chez les gens qui n'arrivent pas à s'endormir, on va antagoniser cette voie-là, et on va les faire dormir comme dans la narcolepsie, pour traiter cette pathologie qu'on appelle l'insomnie, qui est donc une pathologie de l'hyperéveil. Et c'est un traitement qui fonctionne, qui a un niveau de preuve très élevé, qui a intégré les recommandations européennes du traitement de l'insomnie. Donc c'est une nouvelle option à côté de la mélatonine, et après, toujours après, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie. D'accord. Et ça, c'est un traitement un peu différent. C'est un traitement qui se prescrit au moins 1 mois, voire 3 mois, tous les soirs à dose fixe. Alors que ça, c'est peut-être, je t'ai un peu coupé, Anthony, je suis désolé, mais c'est Non. important de le dire. C'est-à-dire, tout à l'heure, tu parlais des benzos et des hypnotiques. Les benzos et les hypnotiques, t'as pas besoin de le prescrire toutes les nuits. Tu peux le prescrire, en fait, de manière En pratique, sporadique c'est ce qui est en fait, cas malheureusement. d'insomnie. Et ben voilà, exactement. Et c'est ce qui est fait. Et je veux dire, même nous, à l'hôpital, il y a un patient qui dort pas, il y a l'infirmier qui t'appelle pour aller voir le patient qui dort pas, et tu vas prescrire au coucher un truc. Sauf qu'en fait, l'insomnie, c'est pas une pathologie de toutes les nuits. Tout à l'heure, on disait Ouais. au moins 3 nuits par semaine, etc. Il y a des nuits, des fois, où le patient, où la personne, elle sent qu'elle va bien dormir. Ça va bien se passer, parce qu'elle est crevée, elle a fait plein de trucs dans la journée. Eh bien, le fait de pas prendre des hypnotiques, des benzodiazépines tous les soirs, ça diminue le risque d'habituation et de tolérance. Donc ça, c'est vraiment Ouais. important de le dire, et on allonge ce délai de 4 semaines. Ah, c'est hyper intéressant. Il faut vraiment que on imprègne l'idée que c'est un traitement symptomatique comme un antidouleur, quoi. T'arrives pas à dormir une fois de temps Exactement, en temps, tu prends l'hypnotique à ce moment-là et pas tous les jours. Hmm. exactement. C'est une excellente comparaison. Très intéressant. Est-ce que tu as des exemples avant de finir d'applications, parce que maintenant on vit dans le monde des téléphones, des médias et de l'intelligence artificielle. J'imagine qu'il doit y avoir des choses pour aider les gens qui ont des troubles du sommeil. Alors, t'as raison, c'est en train de se développer. Moi, je participe au développement d'une solution. Il y a un essai qui est en cours, là, un essai sur une solution thérapeutique française qui, j'espère, devrait voir le jour, enfin, qui va voir le jour en 2026. Là, mais l'étude est en cours. Je sais qu'il y a deux autres solutions. Il faut savoir que en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, bref, dans plein d'autres pays, il y a déjà, en Allemagne, il y a 4 solutions qui sont déjà remboursées de TCCI numérique. En Angleterre, ils en ont deux qui est remboursé. Donc voilà. En langage francophone, pour l'instant, en France, on n'a pas de solution numérique de TCCI à proprement parler. Donc elles arrivent. Et en 2026, on devrait avoir des solutions qui arrivent. Et si tu veux, je me ferai un plaisir de revenir sur ton émission pour présenter les solutions digitales numériques si tu m'y invites et si ça Ouais, t'intéresse. avec grand plaisir. Écoute, c'était génial. J'étais vraiment enchanté là d'avoir cet échange. Tu m'as appris plein de trucs. Et comme tu le disais, les troubles du sommeil, c'est quelque chose d'archi fréquent et méconnu par les médecins et qui adresse pas assez les gens. Donc j'espère que ça va aider le plus de monde possible, les gens qui écoutent. J'espère que ça va les aider dans dans leur prise en charge. Je te souhaite plein de bonnes choses, hein. Tu as déjà Et ben, accompli plein de choses. Je te souhaite de continuer et je te remercie encore. bah, c'est moi qui te remercie. C'est moi qui suis très honoré, Anthony, d'avoir été sur ta chaîne, que j'apprécie beaucoup, que je trouve vraiment à la fois super bien faite, et puis le rythme, etc., est vraiment à la fois sympathique et très informatif. Et puis, j'espère que ça va être utile à des gens, effectivement, qui suivent ta chaîne, aux patients, mais je sais que tu es suivi aussi par pas mal de professionnels, notamment par les néphrologues. Et j'espère que les néphrologues vont enfin s'intéresser au sommeil, parce que c'est juste l'éléphant au milieu de la pièce chez leurs patients avec les maladies rénales chroniques.
et ça va transformer la vie des patients avec maladie rénale. Donc voilà, et probablement transformer aussi le pronostic des maladies rénales. On est vraiment sur un des piliers de santé qui est juste pas du tout regardé, pas du tout pris en charge. Donc c'est tout le souhait qu'on peut faire pour la suite. Merci encore, Anthony. À très bientôt, merci. Salut.